Tous les autres rois barbares avaient fait le même choix. Les Wisigoths, ariens. Les Burgondes, ariens. Les Ostrogoths d'Italie, ariens. Les Vandales d'Afrique, ariens. C'était la norme, le choix évident, la religion des vainqueurs. Et voilà qu'un chef franc, sorti des forêts humides de ce qui est aujourd'hui la Belgique, décide de faire exactement le contraire. Il choisit la religion des vaincus, la religion des peuples que ses ancêtres avaient écrasés, la religion de Rome, cette Rome qui n'existait même plus. Ce n'est pas un acte de foi naïve, ce n'est pas non plus un simple calcul froid, c'est quelque chose de bien plus complexe, bien plus humain que ça, et bien plus dangereux. Parce qu'en choisissant le catholicisme, Clovis se retrouve subitement en guerre potentielle avec tous ses voisins barbares, il risque la rébellion de ses propres guerriers, et il parie que la seule institution encore debout dans les ruines de l'Empire romain, l'Église, vaut plus que toutes les alliances guerrières du monde. Ce pari, personne ne l'avait fait avant lui, et ce pari-là a inventé la France. Ce que nous allons raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme né dans une époque sans règles, sans cartes, sans certitude. Un homme qui, à 15 ans, hérite d'un minuscule royaume de guerriers, et qui, 30 ans plus tard, a réunifié sous son autorité la quasi-totalité de la Gaule. Pas grâce à sa seule épée, grâce à un baptême, grâce à une alliance que personne n'avait imaginée possible entre un chef de guerre barbare et les évêques de la chrétienté. Et cette alliance-là, nous en vivons encore les conséquences aujourd'hui. Dans le nom même de notre pays, dans la tradition de sacrer les rois à Reims, dans ce rapport particulier que la France entretient depuis 15 siècles avec la religion et le pouvoir. Avant de plonger dans cette histoire, si vous aimez les récits qui creusent sous la surface des mythes pour retrouver la réalité plus étrange encore, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. C'est ce qui nous permet de continuer à explorer ces grandes aventures humaines chaque semaine. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville venez-vous? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Maintenant. Revenons à la fin du monde, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, dans la Gaule de la fin du 5e siècle. La fin d'un monde. Rome avait mis des siècles à mourir, mais elle était bel et bien morte. En l'an 476, le dernier empereur d'Occident avait été déposé par un chef de mercenaires germains. Et personne n'avait vraiment remarqué, tellement l'empire s'était déjà effrité de l'intérieur. Ce qui restait, c'était une mosaïque. Un puzzle dont quelqu'un aurait renversé la boîte sur la table, éparpillant les pièces dans tous les sens. Imaginez une carte de l'Europe occidentale au moment où Clovis naît, vers l'an 466. La Gaule, ce vaste territoire qui correspond à peu près à la France actuelle, plus la Belgique et une partie de l'Allemagne, est découpée en une dizaine de zones d'influence. Au sud-ouest, les Wisigoths ont installé leur capitale à Toulouse. Ils règnent sur l'Aquitaine, ce riche pays de vignes et de blé, et sur une grande partie de l'Espagne. Au sud-est, les Burgondes occupent les vallées du Rhône et de la Saône. Au nord-est, dans les forêts rhénanes, les Alamans font peser leurs menaces. Et tout au nord, accrochés à la région de Tournai comme des moules à leurs rochers, les Francs. Mais ces Francs-là, personne ne les prendrait encore très au sérieux. C'est une tribu parmi d'autres. Une bande de guerriers germaniques qui, comme beaucoup de leurs voisins, ont servi Rome pendant des générations comme soldats de frontière avant de voir l'Empire se dérober sous leurs pieds. Ils parlent le francique, un dialecte germanique que les Gallo-Romains ne comprennent pas. Ils adorent des dieux que personne d'autre n'adore. Wotan le père des dieux, Thor le marteleur de tonnerre, des esprits de forêts et de rivières. Ils enterrent leurs morts avec leurs armes et leur or. Et leur chef, en l'an 481, est un adolescent de 15 ans qui vient de perdre son père. Son nom, en langue franque, est Clodovec. La postérité le connaîtra sous le nom de Clovis. Autour de lui, dans cette Gaule en miettes, ce n'est pas simplement un territoire qui s'est effondré. C'est un système entier de sens. Pendant des siècles, l'Empire romain avait fourni quelque chose d'essentiel. Un cadre. Des routes, des lois, des monnaies, des gouverneurs, des armées. Une façon de savoir qui était qui commandait à qui, quelles règles s'appliquaient. Tout ça avait disparu d'un coup, comme si quelqu'un avait soufflé la bougie d'une grande salle qui n'était éclairée que par cette unique flamme. Mais dans cette obscurité, il reste une institution debout, une seule, l'Église catholique. C'est l'un des paradoxes les plus fascinants de cette époque. Rome politique s'effondre, mais Rome spirituelle tient. Les évêques restent à leur poste quand les gouverneurs s'enfuient. Les cathédrales restent debout quand les palais brûlent. Dans chaque cité de la Gaule, Reims, Tours, Lyon, Paris, Bordeaux,
Il y a un évêque qui gère l'administration, qui conserve les archives, qui nourrit les pauvres, qui arbitre les conflits. Ce sont les évêques qui maintiennent en vie ce qu'il reste de la civilisation gallo-romaine. Et ce sont ces mêmes évêques qui vont, sans le savoir encore, façonner l'avenir du jeune roi des Francs. 15 ans. Regardez ce que ça représente. Nous avons tous eu 15 ans. Nous nous souvenons de ce que c'est. L'incertitude, l'impression que le monde est trop grand, les questions sans réponse. Maintenant, ajoutez à ça. Vous venez de perdre votre père. Votre bande de guerriers vous regarde, entre méfiance et curiosité. Autour de vous, des chefs francs qui guettent votre premier faux pas pour vous tordre le cou et prendre votre place. Et le territoire que vous héritez ? Un bout de terrain entre la mer du Nord et la Somme, coincé entre des forêts et des marais. Une poignée de villages. Peut-être 500 guerriers, peut-être un peu plus. Childéric Ier, le père de Clovis, était déjà un homme remarquable. Il avait su naviguer avec habileté dans ce monde en décomposition, servant tantôt d'allié, tantôt de vassal symbolique des empereurs romains, étendant progressivement son autorité. Sa tombe, découverte à Tournai au XVIIe siècle, était spectaculaire. Des armes, des bijoux, des pièces d'or et quelque chose d'inattendu. Une chevalière en or avec son portrait et le mot « rex », roi. Childéric se voyait déjà comme un roi, pas simplement comme un chef de guerre. Mais un roi de quoi, exactement ? De quelques centaines de guerriers francs et d'une poignée de villages pluvieux ? La comparaison avec les puissants royaumes wisigoths ou burgondes était humiliante. Clovis hérite d'un trône au sens figuré, un tabouret de bois au mieux. Et pourtant, dans ce garçon de 15 ans qui passe ses mains sur les biens laissés par son père, quelque chose se met en mouvement. Une ambition que rien dans son environnement immédiat ne justifie vraiment. Mais que l'histoire, elle, va valider de manière spectaculaire. Les 5 premières années de son règne ressemblent à un apprentissage. Clovis observe, il consolide. Il forge des alliances avec 2 autres petits rois clés francs. Ragnacaire de Cambrai, Chalaric, dont on ne sait presque rien. Il apprend à gérer des guerriers qui ne lui obéissent pas par amour, mais par intérêt, qui peuvent l'abandonner si un chef plus fort ou plus généreux se présente. Dans cette école de la survie politique, Clovis acquiert 2 leçons fondamentales qu'il n'oubliera jamais. La patience est une arme, et la vengeance peut attendre. En l'an 486, Clovis a 20 ans, et il fait quelque chose d'audacieux. Entre la Loire et la Somme, il existe encore un territoire gouverné d'une façon étrange, anachronique, presque touchante. Un général romain, Syagrius, fils du grand Égidius qui avait autrefois servi l'Empire, s'est proclamé lui-même une sorte de gardien de ce qui reste. Les textes de l'époque l'appellent parfois, avec un mélange de respect et d'ironie, le roi des Romains, même si personne à Rome ne lui a jamais donné ce titre. Syagrius gouverne depuis Soissons une enclave de quelques cités qui maintiennent encore les formes de l'administration romaine. Les structures juridiques, les impôts, la langue latine. C'est la dernière poche de Rome en Gaule. Et Clovis décide de la supprimer. La bataille de Soissons est courte, décisive et révélatrice du tempérament de Clovis. Grégoire de Tours, l'évêque qui sera notre principale source pour cette période, la décrit en quelques lignes. Syagrius est écrasé, prend la fuite, se réfugie chez les Wisigoths à Toulouse. Clovis envoie immédiatement un message au roi wisigoth. « Livrez-moi Syagrius, ou je vous déclare la guerre. » Les Wisigoths, peu désireux de se frotter aux Francs, s'exécutent. Syagrius arrive enchaîné dans le camp de Clovis. Et Clovis le fait exécuter secrètement. Ce détail, secrètement, n'est pas anodin. Clovis ne veut pas que les Gallo-Romains, ces habitants latinophones de l'ancienne Gaule romaine, le voient comme un conquérant brutal qui assassine leurs dirigeants au grand jour. Il veut leur neutralité, peut-être même leur soutien. Parce que Clovis a compris quelque chose d'essentiel que beaucoup de ses contemporains barbares n'ont pas compris. Gouverner une population ne ressemble pas à vaincre une armée. Car ce que découvre Clovis en entrant en Soissons, puis en parcourant les territoires de Syagrius jusqu'à la Loire, c'est un monde qui le fascine et l'intimide à la fois. Des villes avec des rues pavées, des marchés, des bains publics qui fonctionnent encore, des scribes qui rédigent des actes en latin, des cathédrales dont les murs sont couverts de mosaïques dorées, et partout, des évêques, ces hommes en robe longue, souvent issus de l'aristocratie gallo-romaine, qui parlent avec autorité, qui connaissent les lois, qui gèrent des fortunes et des réseaux d'influence que n'importe quel seigneur de guerre lui envierait. À Reims, il y a Rémi, l'évêque Rémi, un homme d'une famille noble, cultivé, influent,
qui gouverne son diocèse avec la même assurance qu'un préfet romain. Rémi a déjà écrit à Clovis avant même la bataille de Soissons. Une lettre dont nous avons conservé la trace, dans laquelle il le félicite de son accession au pouvoir et lui conseille de prendre les évêques comme conseillers. Ce n'est pas un hasard. Rémi voit en Clovis quelque chose. Un potentiel. Une malléabilité peut-être. Ce jeune barbare, qui a encore tout à apprendre, pourrait être modelé, guidé, orienté. La relation qui se noue entre Clovis et Rémi au cours des années qui suivent Soissons ressemble à celle d'un parrain et de son filleul. Sauf que le filleul est armé jusqu'aux dents et commande une armée. C'est cette relation ambiguë, faite de respect mutuel, de calculs partagés et peut-être d'une vraie fascination réciproque, qui va précipiter l'un des événements les plus importants de l'histoire européenne. Mais avant le baptême, il y a le vase. L'histoire du vase de Soissons est l'une des plus célèbres de toute l'histoire de France. Tous les écoliers français la connaissent, ou la connaissaient, dans les générations où on l'enseignait encore. Elle semble simple, presque anecdotique. Mais si on la regarde de près, elle est extraordinairement révélatrice. C'est une parabole sur le pouvoir, sur la loi, sur la brutalité, et sur cette fissure qui commence à se creuser entre le Clovis barbare qu'il a été et le roi qu'il est en train de devenir. Juste après la bataille de Soissons, ces guerriers ont pillé les églises de la région, comme c'est la coutume depuis toujours quand une armée s'empare d'un territoire. Dans le butin se trouve un vase liturgique, grand, beau, sans doute en argent ou en métal précieux. L'évêque Rémi, ou l'évêque d'une cité voisine, les sources sont floues sur ce point, envoie un message à Clovis. Il lui demande de restituer ce vase à l'église. Clovis accepte. Mais voilà le problème. Dans la tradition franque, le butin appartient à tous les guerriers. Il se partage par tirage au sort, chaque homme ayant droit à sa part. Le roi n'a pas plus de droits que le dernier fantassin. C'est la règle sacrée. Et Clovis, pour honorer sa promesse à l'évêque, doit demander à ses guerriers une exception. Il réunit son armée à Soissons pour le partage du butin. Devant tous ces hommes, il leur demande de lui céder le vase en sus de sa part normale. La réponse est quasi unanime. Presque tous acceptent, flattés ou simplement prudents. Mais un guerrier s'insurge. La tradition veut que je ne cite pas les mots exacts de ce soldat inconnu, mais le sens est clair. Non, tu ne recevras que ce que le sort te donnera. Et de sa francisque, cette petite hache de guerre caractéristique des Francs, il frappe le vase et l'abîme. Un silence tombe sur la troupe. Tout le monde regarde Clovis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fait rien. Il avale l'humiliation. Il remet le vase cabossé à l'évêque, comme promis, et il laisse repartir le soldat. La troupe a dû croire qu'il avait encaissé l'affront, que le jeune roi avait peur, que la tradition franque était plus forte que lui. 1 an passe. Les hommes oublient ou font semblant d'oublier. 1 an plus tard, c'est la grande revue du printemps, ce qu'on appelle le Champ de Mars, l'inspection annuelle des guerriers et de leurs armes. Clovis passe lentement dans les rangs. Il regarde les visages, les équipements, et il reconnaît l'homme, le même, celui qui avait abîmé le vase. Clovis s'arrête devant lui. Il inspecte ses armes, les déclare mal entretenues, les arrache des mains du guerrier et les jette à terre, l'or amassé. Et à cet instant précis, Clovis saisit sa propre francisque et lui fracasse le crâne. Grégoire de Tours lui fait prononcer ces mots. « Ainsi tu as traité le vase de Soissons ». Ce que cette scène raconte dépasse de loin la petite anecdote. Elle dit au moins 3 choses. D'abord, que Clovis exerce une autorité qui commence à transcender la tradition guerrière franque. Le roi n'est pas seulement le premier parmi ses pairs, il est différent, supérieur, inviolable. Ensuite, que sa relation avec l'Église vaut quelque chose, même pour lui. Il a tenu sa promesse à l'évêque jusqu'au bout, au prix d'une humiliation publique. Enfin, et c'est peut-être le plus important, que Clovis est un homme qui n'oublie pas. Qui peut attendre 1 an pour obtenir ce qu'il veut? 1 an de patience pour une seule seconde de vengeance définitive. C'est ce Clovis-là, patient, calculateur, mais aussi capable de violence explosive quand le moment est venu, que Clotilde va rencontrer quelques années plus tard. Clotilde. Il faut parler de Clotilde. Elle a environ 18 ans quand elle épouse Clovis, vers l'an 493. Elle est belle, les chroniqueurs en parlent avec une insistance qui laisse imaginer qu'elle était effectivement frappante. Mais sa beauté n'est pas ce qui la définit. Ce qui la définit, c'est ce qu'elle a traversé. Clotilde est une princesse burgonde. Son grand-père était le roi des Burgondes. Sa famille était puissante, respectée. Et puis son oncle Gondebaud
a décidé qu'il voulait régner seul. Il a assassiné son propre frère Chilpéric, le père de Clotilde, et noyé sa belle-sœur, la mère de Clotilde. Les enfants de ce couple assassiné ont été dispersés. Clotilde et sa sœur ont survécu, recueillies par un autre oncle. Mais elles ont grandi avec ce souvenir, le roi qui les gouverne et l'homme qui a tué leurs parents. Et ce roi des Burgondes, ce Gondebaud meurtrier de son frère, est arien. Ses parents, à elle, étaient catholiques fervents. Sa foi, elle l'a héritée de gens que la violence arienne a tués. Dans son esprit, dans sa chair, l'arianisme et le meurtre sont liés d'une façon indéfectible. Cette jeune femme qui arrive à la cour de Clovis n'est pas une simple princesse en visite. C'est une survivante. Quelqu'un qui a une mission, une conviction, une urgence intérieure qui ne ressemble pas à du prosélytisme ordinaire. Mais comment Clotilde arrive-t-elle dans le lit de Clovis ? L'histoire, telle que la raconte Grégoire de Tours, est romanesque jusqu'à la caricature. Des ambassadeurs de Clovis passent par la cour des Burgondes, voient Clotilde, sont éblouis, la signalent à leur roi. Clovis, qui cherche depuis longtemps une épouse dans les grandes dynasties barbares pour rehausser son prestige, fait sa demande. Gondebaud, qui ne peut pas vraiment se permettre de refuser au roi des Francs montants, consent. Et Clotilde part pour le nord, dans le pays froid et humide des guerriers aux cheveux longs. Réalité ou légende arrangée après coup ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où Clotilde entre dans la vie de Clovis, quelque chose change. Pas immédiatement, pas facilement, mais inexorablement. Car Clotilde commence à parler, inlassablement, nuit après nuit, dans les moments de calme et les moments de doute, elle parle à son mari de ce Dieu-là. Pas de force, pas de contrainte. Avec la patience et l'intelligence de quelqu'un qui connaît l'homme qu'elle a épousé, qui sait ce qui touche un chef de guerre et ce qui le laisse indifférent. Elle parle de victoire, de protection divine, de légitimité, de puissance. Tout le vocabulaire qu'un soldat comprend, traduit dans le registre de la foi. Clovis écoute, avec scepticisme au début. Ses dieux à lui ont fait leurs preuves. Wotan est le dieu des batailles, et il a gagné beaucoup de batailles. Thor protège les guerriers, et ces guerriers ne se plaignent pas. Ce Jésus-Christ dont parle Clotilde, ce fils de Dieu qui s'est laissé clouer sur une croix sans se défendre, quelle sorte de Dieu laisse faire ça ? Pour un guerrier franc du 5e siècle, c'est une question parfaitement raisonnable. Et puis il y a les enfants. Clotilde tient à baptiser leur premier fils, Ingomer, dans la foi catholique. Clovis consent, peut-être pour lui faire plaisir, peut-être par curiosité. Le nourrisson est baptisé, et meurt quelques jours plus tard. Clovis explose de rage. Les mots qu'il prononce, ou que Grégoire de Tours lui fait prononcer, sont ceux d'un homme qui a été trahi par quelqu'un en qui il commençait à avoir confiance. C'est la logique implacable d'un monde où la religion est un contrat. Tu m'aides, je t'honore. Le dieu de Clotilde n'a pas tenu sa part du marché. Clotilde, elle, refuse de se laisser briser. Elle répond, selon Grégoire de Tours, que son fils est en paradis, que Dieu a voulu l'appeler à lui, que c'est une grâce et non un abandon. Et elle demande à baptiser le deuxième fils, Clodomir. Clovis laisse faire. Le deuxième enfant tombe gravement malade. Clovis triomphe amèrement. Voilà le résultat de ce baptême. Mais le garçon survit. Clotilde y voit un signe. Clovis n'y voit peut-être qu'une coïncidence. Mais le doute est planté. Avant de continuer sur le chemin personnel de Clovis, il faut comprendre le tableau politique d'ensemble. Parce que le choix qui va s'imposer à lui n'est pas seulement spirituel. C'est un choix d'une portée géopolitique immense. Et à l'époque, cette portée est bien plus risquée qu'on ne le dit souvent. En ce dernier quart du 5e siècle, la question religieuse en Occident ressemble à une partie d'échecs où presque toutes les pièces sont du même côté. Regardez la carte. Les Wisigoths d'Aquitaine ? Ariens. Leur roi siège à Toulouse, gouverne un vaste territoire, maintient 2 églises dans son royaume, une arienne pour les Goths, une catholique pour les Gallo-romains qu'il tolère mais ne favorise guère. Les Burgondes ? Ariens, même si leur rapport à l'arianisme est moins fanatique. Les Ostrogoths de Théodoric en Italie ? Ariens. Les Vandales d'Afrique du Nord ? Ariens. Et eux, ils persécutent activement les catholiques de leur territoire. Les Hérules, les Thuringiens, les Saxons, soit ariens, soit encore franchement païens. L'arianisme, qu'est-ce que c'est ? En termes simples, et cette simplification va blesser les théologiens, mais c'est pour la compréhension, les ariens pensent que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est distinct du Père, qu'il lui est subordonné,
qu'il n'est pas de la même substance divine. Pour les catholiques, au contraire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul et même Dieu en 3 personnes. Le fameux dogme de la Trinité fixé au Concile de Nicée en l'an 325. C'est une querelle théologique dont les nuances peuvent sembler absconses. Mais ses conséquences politiques sont concrètes et immenses. Parce que les peuples conquis de l'ancien empire romain sont, eux, catholiques. Les Gallo-romains, qui constituent la grande majorité de la population de la Gaule, sont catholiques. Les évêques qui gèrent les villes sont catholiques. Et ces évêques supportent très mal leurs nouveaux maîtres ariens, qu'ils considèrent, selon la terminologie de l'époque, comme des hérétiques. Pour Clovis, la question se pose donc ainsi. Il dirige une population en grande majorité catholique. Ses alliés naturels dans l'aristocratie, les évêques, les administrateurs romains, sont catholiques. Mais tous ses voisins et rivaux barbares sont ariens. Et sa propre sœur, Alboflède, qu'il aime, est arienne. Le choix entre catholicisme et arianisme, ou le maintien dans le paganisme, n'est pas une simple affaire de foi personnelle. C'est un choix civilisationnel. Un choix qui va déterminer avec qui vous vous alliez et contre qui vous vous battez. Un choix qui va faire de vous l'ennemi de vos voisins germaniques ou l'ennemi de votre propre population gallo-romaine. Et dans ce tableau, certains historiens ont longtemps présenté la conversion de Clovis comme un calcul politique pur et simple. En choisissant le catholicisme, il s'attire le soutien des évêques et de la population, ce qui facilite ses conquêtes. C'est une lecture séduisante. Mais elle oublie un détail capital que les chiffres contredisent. En l'an 500, les catholiques sont les vaincus de l'histoire récente. Ce sont les Ariens qui gouvernent l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Nord, la Burgondie. Théodoric le Grand, maître de Ravenne et beau-père de la moitié des rois d'Europe, est arien. En choisissant Rome contre ses pairs germaniques, Clovis ne fait pas une alliance de force, il fait une alliance de foi contre la majorité. Ce n'est pas le calcul d'un comptable. C'est le pari d'un homme qui a décidé de miser sur la durée plutôt que sur le rapport de force immédiat. L'an 496, ou peut-être 86. Les dates de cette période se disputent entre historiens comme des os entre chiens, et nous n'avons pas besoin de trancher cette querelle pour comprendre l'essentiel. Ce qui se passe cette année-là change tout. Les Alamans, ce peuple germanique dont le nom a fini par désigner l'Allemagne dans la langue française, ont lancé une grande offensive contre les Francs rhénans, les cousins orientaux de Clovis. Le roi de ces Francs rhénans, Sigébert le Boiteux, appelle Clovis à l'aide. Clovis répond. Il rassemble ses guerriers et marche vers l'est. Ce qui suit ressemble au synopsis d'un film de guerre. Les deux armées se rencontrent quelque part dans les plaines près de Cologne, dans la région de Tolbiac. Et les choses tournent mal. Très mal. Les Alamans sont plus nombreux. Les Francs de Sigébert, qui auraient dû combattre à leur côté, ne sont plus en état de se battre, ou font preuve d'une désaffection qui ressemble à une trahison. Les guerriers de Clovis reculent. Les cadavres s'accumulent. La victoire se dérobe. C'est à cet instant, genoux dans la boue, les cris des blessés dans les oreilles, le soleil d'automne qui pâlit au-dessus du champ de carnage, que Clovis fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il lève les yeux au ciel et il prie. Pas ses dieux, le Dieu de Clotilde. Les paroles que Grégoire de Tours lui attribue méritent d'être évoquées dans leur substance, même si nous ne pouvons pas les citer mot pour mot. Clovis invoque Jésus-Christ, ce fils du Dieu vivant dont parle Clotilde depuis des années. Il reconnaît que ses propres dieux n'ont pas répondu à ses appels. Il formule un pacte. Si ce Dieu lui donne la victoire sur les Alamans, il se fera baptiser en son nom. Et à cet instant, selon la légende, qui probablement embellit les faits, mais les embellit dans le sens d'une vérité psychologique réelle, quelque chose se passe. Le roi des Alamans est frappé à mort d'un coup de hache. Une hache franque, peut-être lancée au hasard dans la mêlée, peut-être visant délibérément le chef ennemi. Mais quand un chef de guerre tombe, ses hommes s'effondrent. C'est une règle de cette époque, quasi mécanique. Et les Alamans, privés de leur roi, commencent à reculer, puis à fuir. La déroute est totale. Clovis reste debout sur le champ de bataille, entouré de ses guerriers épuisés et stupéfaits. La victoire qu'il avait crue impossible vient de tomber dans ses mains. Le vœu a été formulé. Il n'y a plus qu'à l'honorer. Mais honorer un vœu, quand ce vœu implique d'abandonner les dieux de votre peuple, de vous immerger dans l'eau d'un baptistère et de vous soumettre symboliquement à l'autorité d'un évêque, ce n'est pas une décision que l'on prend le lendemain matin avec sa tasse d'hydromel. C'est une décision qui demande du temps.
Parce qu'elle ne concerne pas seulement Clovis. Elle concerne ses guerriers, elle concerne ses alliances, elle concerne sa légitimité, même en tant que chef. Clovis rentre de Tolbiac avec sa victoire. Il parle à Clotilde. Il envoie chercher l'évêque Rémi. Et ce qui suit ressemble à une longue négociation, autant spirituelle que politique. Rémi, de son côté, n'est pas un homme qui improvise. Il reçoit les informations de Tolbiac avec une satisfaction qu'il s'efforce de ne pas trop montrer. Il comprend ce qui se joue. Un roi franc, le maître du nord de la Gaule, est à 2 doigts de franchir le pas. Si ce baptême a lieu, c'est toute l'Église de Gaule qui bascule dans une position nouvelle. Ce roi barbare deviendrait l'allié naturel de l'épiscopat, le protecteur du catholicisme, le rempart contre l'arianisme. Ce n'est pas rien. Mais Rémi est aussi assez sage pour savoir que Clovis a des questions. Des vraies questions. Pas des questions théologiques. Clovis n'a que faire des disputes sur la consubstantialité du Père et du Fils. Non. Ses questions à lui sont pratiques. Que vont dire ses guerriers? Que vont penser ses alliés francs? La sœur arienne, Alboflède, va-t-il se retrouver en conflit ouvert avec elle? Et surtout, est-ce que ces hommes, ces combattants qui l'ont suivi à cause de ses victoires et de ses générosités, vont le suivre dans ce pas-là aussi? C'est là qu'intervient une tradition que nous rapporte Grégoire de Tours, et qui sonne vraie, même si elle a peut-être été embellie dans les décennies qui ont suivi. Avant d'annoncer sa décision, Clovis réunit ses guerriers. Il leur expose sa résolution de se faire baptiser, et leurs réponses le surprennent. Loin de s'y opposer, ils répondent que si leur roi a décidé d'adopter ce Dieu, ils l'adoptent avec lui. Cette réponse n'est peut-être pas spontanée. Elle a peut-être été préparée, précédée de conversations en aparté, de promesses, de persuasions discrètes. Mais elle dit quelque chose de vrai sur la nature du pouvoir dans une société tribale. Le roi ne mène pas seulement des armées, il mène des âmes. Ce qu'il croit, ses hommes le croient. Ce qu'il adore, il l'adore. Cette logique collective a un côté inquiétant pour notre sensibilité moderne, mais elle est réelle, et Clovis l'utilise. Il reste encore quelques semaines, peut-être quelques mois, de préparation. Rémi prend le temps de catéchiser Clovis, de lui expliquer les fondements de la foi chrétienne, les gestes du baptême, leur signification. Clovis suit ses instructions avec l'attention d'un homme qui apprend un métier nouveau, et qui sait que ce métier va lui changer la vie. Ses sœurs, Alboflède et Lantechilde, rejoignent le mouvement. Même Alboflède, la sœur arienne, même elle. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à choisir la date. Et l'on choisit Noël. La nuit de Noël. Ce choix n'est pas un hasard. Dans un monde où le symbole pèse autant que la réalité, où la légitimité se construit autant par les gestes rituels que par les victoires militaires, baptiser Clovis la nuit où le monde chrétien célèbre la naissance de son Dieu, c'est charger cet événement d'une signification qui parle immédiatement à tous les catholiques de la Gaule. Clovis renaît la même nuit que le Christ. Coïncidence? Les hommes de Rémi ne croient pas aux coïncidences. Ils construisent des significations. La cité de Reims a été préparée pour l'occasion. Les rues sont décorées. Les tentures couvrent les façades. Des flambeaux illuminent le parcours entre la résidence royale et le baptistère attenant à la cathédrale. La foule se masse sur le côté. Mélange de soldats francs interloqués et de gallo-romains qui commencent à comprendre que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Clovis avance dans cette lumière. Il est vêtu de blanc, la couleur du néophyte, de celui qui va naître à nouveau. À ses côtés, l'évêque Rémi. Et quelque part dans la procession, derrière eux, des centaines de guerriers francs qui ont accepté, bon gré mal gré, par conviction ou par solidarité tribale avec leur roi, de recevoir le même sacrement. Les chroniques postérieures parlent d'une colombe qui apporterait du ciel la sainte ampoule, ce flacon d'huile sainte que l'on utilisera pour oindre Clovis. La colombe, c'est la part de légende que les siècles ont ajoutée au récit. Mais l'huile, le baptistère, la cuve dans laquelle Clovis s'immerge pour l'acte symbolique de la mort et de la renaissance, tout ça est réel. Tout ça a lieu. Et Rémi prononce ces mots que la tradition française a conservés pendant 15 siècles. Sicambre, c'est le nom d'un peuple germanique, une façon de désigner les Francs dans leur origine barbare. Rémi s'adresse à Clovis comme à un représentant de tout son peuple. Courbe la tête, soumets-toi. Adore ce que tu as brûlé, les croix et les cathédrales que tes guerriers ont pillées et incendiées. Brûle ce que tu as adoré, les idoles en bois de Wotan et de Thor. C'est une aversion totale, une rupture avec tout ce qui précède.
et Clovis se laisse immerger dans l'eau du baptistère et en ressort trempé, tremblant peut-être, changé en tout cas. Grégoire de Tours rapporte une réaction de Clovis pendant la cérémonie. Peut-être légendaire, peut-être vraie, mais dans tous les cas, révélatrice de la violence que cet homme portait en lui, même dans ce moment de transformation. On lui lit la Passion du Christ, cet épisode central du christianisme où Jésus est arrêté, torturé, crucifié. Et Clovis, l'écoutant, lève le poing et dit quelque chose comme « Si j'avais été là avec mes francs, j'aurais vengé cet outrage. » Le barbare reçoit le baptême. Mais le barbare reste le barbare. Ce paradoxe-là va accompagner Clovis jusqu'à sa mort, et ses successeurs bien au-delà. Ce qui suit le baptême de Clovis est une démonstration en temps réel de ce que valait cet acte sur l'échiquier politique de l'Occident. L'évêque Avis de Vienne, qui n'était pas à Reims ce soir-là, mais qui a reçu la nouvelle, écrit immédiatement à Clovis une lettre restée célèbre. Il y salue la conversion en des termes qui disent tout de l'espoir que l'Église place désormais dans ce roi barbare. « Votre foi est notre victoire », lui dit-il en substance. La victoire que salue Avis n'est pas militaire. C'est la victoire du catholicisme sur l'arianisme. Et c'est Clovis qui l'a rendue possible. De Constantinople, l'empereur romain d'Orient, il reste un empire, lui, dans l'est de la Méditerranée, réagit également. Il envoie des ambassadeurs. Il confère à Clovis le titre honorifique de consul des Romains. Ce n'est pas un titre administratif réel. Mais symboliquement, c'est colossal. L'empire qui a civilisé la Gaule, l'empire dont Clovis a théoriquement détruit le dernier vestige en écrasant Syagrius, reconnaît maintenant Clovis comme son représentant en Occident. Le barbare vainqueur de Rome devient le successeur de Rome. Dans toutes les cités de la Gaule, les évêques soufflent. Ils ont un roi, un vrai roi, un roi catholique. Pas un hérétique tolérant, pas un politique qui joue sur les deux tableaux. Un roi qui s'est immergé dans les eaux du baptême et qui porte désormais la légitimité divine que confère l'onction chrétienne. Les portes des villes s'ouvrent, les réseaux d'influence épiscopaux se mettent au service du roi des Francs. Les scribes, les archives, les ressources économiques de l'Église, tout ça devient potentiellement accessible à Clovis. Et de l'autre côté, chez les rois barbarariens, la nouvelle passe comme un courant froid. Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, qui surveille l'Europe depuis son palais de Ravenne, envoie ses émissaires et ses lettres. Des lettres polies, flatteuses en surface, mais dont le fond est une mise en garde. Il essaie de tisser une coalition autour de lui. Les Visigoths, les Burgondes, les Hérules. Il comprend ce que signifie ce baptême. Un roi barbare catholique, soutenu par le clergé gallo-romain et reconnu par Constantinople, est beaucoup plus dangereux qu'un roi barbare arien ou même qu'un roi barbare simplement païen. Parce qu'il peut se poser en libérateur des populations catholiques qui souffrent sous la domination arienne. Il peut faire la guerre au nom de Dieu. Et c'est exactement ce que Clovis va faire. Il y a dans la décennie qui suit le baptême de Clovis une logique presque mécanique, comme si les pièces d'un engrenage immense s'emboîtaient les unes après les autres. Chaque victoire appelle la suivante. Chaque alliance en prépare une autre. Et derrière tout ça, ce baptême agit comme un levier extraordinaire. Pas uniquement comme une conviction spirituelle, mais comme une arme politique d'une puissance que Clovis lui-même n'avait peut-être pas pleinement mesurée le soir où il s'était immergé dans les eaux du baptistère de Reims. Parce qu'il faut comprendre ce que signifie être roi catholique dans une Gaule où la population gallo-romaine est massivement catholique et massivement hostile à ses dirigeants ariens. Dans le midi de la Gaule, dans cette Aquitaine riche et fertile que les Visigoths contrôlent depuis des décennies, les catholiques vivent sous un régime de tolérance précaire. Les Visigoths ariens ne les persécutent pas systématiquement. Alaric II, leur roi, est même relativement pragmatique. Mais l'Église catholique n'est pas en position de force. Les évêques catholiques d'Aquitaine tolèrent leurs maîtres germaniques avec une résignation qu'ils ne confondent pas avec de la satisfaction. Et voilà que depuis le nord arrive la nouvelle. Le roi des Francs a été baptisé catholique. L'évêque Avis de Vienne a déjà dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Des lettres circulent. Des contacts se nouent entre les évêques du Midi et les représentants de Clovis. Des informations passent sur les positions wisigothes, sur les garnisons, sur les routes. Ce qu'on appelle aujourd'hui du renseignement et ce que l'époque appelle simplement la solidarité dans la foi. Clovis, de son côté, affûte ses arguments. Il ne se présente pas encore comme un conquérant, il se présente comme un libérateur. La distinction est subtile mais capitale. Un conquérant prend pour lui, un libérateur
prend pour les autres et le fait savoir. Et dans le cas de l'Aquitaine wisigothe, les autres, dont il prétend défendre les intérêts, sont les catholiques qui forment l'immense majorité de la population. Cette rhétorique n'est pas purement cynique. Clovis y croit probablement en partie. Mais il sait aussi ce qu'elle vaut en termes d'image. Ce roi barbare, qui avait pillé des églises il y a 20 ans, se présente désormais comme le bras armé de l'épiscopat. La transformation est spectaculaire, et elle est crédible, parce qu'elle est soutenue par les évêques eux-mêmes, par l'institution qui incarne la légitimité morale dans ce monde post-romain. Mais avant les Wisigoths, il y a les Burgondes. Et cette histoire-là est plus personnelle. Gondebaud, le roi des Burgondes, est l'oncle de Clotilde. C'est lui qui a assassiné ses parents. C'est contre lui que la haine de Clotilde brûle depuis son enfance. Et c'est justement ce Gondebaud qui gouverne un royaume stratégiquement crucial, coincé entre le territoire franc au nord et les Wisigoths au sud, avec ses vallées riches et ses passages alpins vers l'Italie. Vers l'an 500, une date approximative, les chronologies de cette période restent floues, Clovis intervient en Bourgogne. Il le fait à l'invitation de Gaud de Gisèle, un frère de Gondebaud, qui voit dans le roi des Francs un allié commode pour s'emparer du pouvoir. La logique est celle de toutes les guerres fratricides de cette époque. Profiter des divisions de l'ennemi. Clovis marche sur Dijon. Gondebaud bat en retraite vers le sud, s'enfuit jusqu'à Avignon. Gaud de Gisèle prend le pouvoir. Victoire facile. Trop facile. Parce que Gondebaud, ce survivant politique au tempérament de couleuvre, se remet. Il rassemble des forces. Il contre-attaque. Et à la surprise de tout le monde, sauf peut-être de lui-même, il reprend la main, écrase son frère traître Gaud de Gisèle et se retrouve à nouveau maître de son royaume. Clovis a une décision à prendre. Est-ce qu'il retourne en Bourgogne pour finir le travail ou est-ce qu'il trouve un autre arrangement ? Il trouve un arrangement. Un traité dont les termes exacts nous échappent, mais dont la substance est claire. Gondebaud sort de la guerre considérablement affaibli, contraint de composer avec le roi des Francs. Ce n'est pas la victoire éclatante que Clotilde espérait pour venger ses parents. C'est quelque chose de plus pragmatique, de moins satisfaisant émotionnellement, mais de plus utile stratégiquement. Un Gondebaud neutralisé, dont l'armée a été saignée, est désormais condamné à l'attentisme. Et effectivement, quelques années plus tard, des contingents burgondes combattront aux côtés des Francs à Vouillers. L'histoire ne dit pas ce que Clotilde a ressenti face à ce compromis. Elle a sans doute serré les dents, elle qui savait mieux que personne ce que vaut la mort de ses parents. Les préparatifs de la Grande Guerre contre les Wisigoths s'étalent sur plusieurs années. Clovis n'est pas un guerrier impulsif. Chaque campagne qu'il mène est précédée d'une accumulation de conditions favorables. Alliances consolidées, arrières sécurisées, position diplomatique. Il a appris de la leçon burgonde. Une victoire partielle peut se retourner contre vous si vous n'allez pas jusqu'au bout. Du côté wisigoth, le roi Alaric II n'est pas aveugle. Il voit venir l'orage. Il essaie lui aussi de jouer les diplomates. En l'an 504, il organise même une rencontre personnelle avec Clovis sur une île de la Loire. Les deux rois face à face, entourés de leurs gardes, mangeant ensemble et échangeant des assurances mutuelles. C'est peut-être la seule fois dans l'histoire de cette période où les deux hommes se sont vus en chair et en os. Les textes disent qu'ils sont repartis contents de leur entrevue. Mais la satisfaction de façade ne change pas les réalités profondes. Alaric II gouverne des catholiques qui ne l'aiment pas vraiment. Clovis a le soutien de l'épiscopat catholique de toute la Gaule. Et Théodoric le Grand, le géant ostrogoth d'Italie, tente de s'interposer. Il envoie lettre sur lettre à tous les rois barbares pour éviter une guerre qui, il le sent, ne peut que profiter à Clovis. Théodoric essaie de construire une coalition. Il négocie avec les Hérules, avec les Thuringiens, avec les Saxons. Il demande aux Wisigoths de ne pas bouger, aux Burgondes de rester neutres, aux Francs rhénans de ne pas soutenir Clovis. Sa vision est celle d'un équilibre des puissances. Personne ne doit devenir trop fort. Mais Clovis a un atout que Théodoric n'a pas, Constantinople. L'empereur romain d'Orient Anastase, qui depuis des décennies regarde d'un œil méfiant Théodoric l'Arien qui contrôle l'Italie, voit dans Clovis exactement ce dont il a besoin, un contrepoids catholique à l'Occident. Il immobilise Théodoric en lançant des opérations militaires dans le sud de l'Italie, juste au moment où les Wisigoths auraient besoin du secours ostrogoth. Le calcul est cynique, il est parfait. En l'an 507, Clovis marche. La campagne contre les Wisigoths est préparée comme une guerre sainte autant que comme une guerre ordinaire. C'est du moins ainsi que Grégoire de Tours la raconte, et c'est probablement ainsi que Clovis lui-même la présente à ses troupes. Avant de franchir la Loire, il fait un pèlerinage au tombeau de Saint-Martin à Tours,
ce saint immensément populaire dans toute la Gaule, dont la basilique est un centre de pèlerinage fréquenté par des milliers de croyants. Ce geste dit clairement « Cette guerre est bénie, cette guerre est juste ». Il interdit à ses soldats le pillage dans les territoires qu'ils vont traverser pour atteindre l'ennemi. C'est une règle extraordinaire, presque invraisemblable pour une armée de l'époque. Les guerriers francs pillaient tout ce qu'ils trouvaient, c'était leur mode de rémunération normal. Mais Clovis sait qu'il entre dans des territoires peuplés de catholiques qui pourraient devenir ses sujets. Il ne veut pas les terroriser, il veut les rallier. L'armée franque descend vers le sud-ouest avec Clovis et son fils aîné Thierry à sa tête. Des contingents burgondes les rejoignent. L'armée visigothique sous les ordres d'Alaric II se met en mouvement pour couper la route aux Francs. Les deux armées se rencontrent dans la plaine de Vouillé, au nord de Poitiers, au printemps de l'an 507. Ce que nous savons de la bataille tient en quelques lignes de Grégoire de Tours. Les chroniques de cette époque ne sont pas des rapports d'état-major, mais l'essentiel est là. Le combat est dur. Les Visigoths ont l'habitude de combattre avec des charges de cavalerie successives, une tactique qui peut être dévastatrice contre une armée non préparée. Les Francs répondent avec leurs murs de boucliers et leurs francisques, ces haches courtes qu'ils savent lancer avec une précision mortelle à courte distance. L'infanterie auvergnate, alliée des Visigoths, combat avec une bravoure que même Grégoire de Tours admire. Et puis Clovis repère Alaric II, le roi wisigoth, lui-même redoutable guerrier selon les sources. Clovis se lance vers lui. Un corps à corps royal, deux chefs l'un contre l'autre, dans le tumulte de la bataille, c'est de la légende peut-être, mais d'une légende qui dit quelque chose de vrai sur le type d'homme qu'est Clovis. Alaric II est tué. Sa mort provoque la débandade. La déroute visigothique est totale. Les Visigoths qui survivent fuient vers le sud, emmenant l'héritier du trône, Amalaric. Ils ne reviendront jamais en Gaule, sauf pour une mince bande côtière en Languedoc. Le royaume wisigoth de Toulouse, qui semblait si solide quelques années plus tôt, n'existe plus. Clovis entre à Toulouse. Il s'empare du trésor des Visigoths, accumulé là depuis des générations, un butin royal d'une richesse à couper le souffle. Il prend Bordeaux, Angoulême. La Narbonnaise, en revanche, lui échappe. Théodoric le Grand y engage ses propres troupes et la maintient hors de portée franque. Qu'importe, l'essentiel est là. Il étend son autorité sur l'Aquitaine entière, sur la Gascogne, sur le Limousin. Le nord de la Gaule, le centre, l'ouest, le sud-ouest, tout ça est franc désormais. Sur le chemin du retour vers Paris, Clovis s'arrête à Tours. Et ce qui se passe à Tours mérite qu'on s'y attarde parce que c'est un moment symbolique d'une densité exceptionnelle. Des ambassadeurs de l'empereur Anastase arrivent à sa rencontre et ils lui apportent les insignes du consulat. La toge pourpre, le diadème, les attributs de la plus haute dignité civile de l'Empire romain. Clovis se revêt de cette toge. Il monte à cheval. Et il parcourt les rues de Tours, au milieu d'une foule qui l'acclame, en jetant des pièces d'or au peuple de la ville. Ce geste, dans toute sa théâtralité calculée, dit quelque chose d'essentiel sur la transformation qui s'opère. Il n'est plus un chef barbare qui a vaincu les Romains. Il est le successeur des Romains, celui qui ramasse le flambeau tombé dans les ruines d'un empire effondré. Le barbare qui adore ce qu'il a brûlé, pour reprendre les paroles de Rémi, devient le consul des Romains, reconnu par Constantinople. Grégoire de Tours a une formule pour ce moment. Il dit que depuis ce jour, on ne l'appela plus seulement roi, on l'appela aussi consul et Auguste. C'est de la mythologie politique, probablement arrangée après coup, mais une mythologie révélatrice. Dans l'imaginaire de l'époque, Clovis n'est plus un simple vainqueur. Il est une figure de continuité, un pont entre le monde romain disparu et le monde nouveau qui se construit sur ses ruines. Il rentre à Paris, et là commence la partie de son règne la moins glorieuse, la plus brutalement politique, la plus difficile à justifier, même en tenant compte de l'époque. Clovis a des rivaux francs, qui commandent leur propre petit royaume, leur propre bande de guerriers, et qui regardent avec une jalousie croissante l'ascension de ce cousin des Saliens de Tournai qui est en train de dévorer toute la Gaule. Ses chefs, Ragnacaire de Cambrai, son frère Richard, Rignomé du Mans, et d'autres dont les noms ont été perdus, représentent une menace potentielle pour l'unité du royaume que Clovis a construit. S'il reste debout, la Gaule reste fragmentée. Si ses fils héritent d'un royaume divisé entre ses petits pouvoirs concurrents, tout s'effondre. Clovis les élimine, l'un après l'autre. Ragnacaire d'abord.
Clovis le fait trahir par ses propres guerriers, en leur offrant des bracelets et des ceintures d'or en signe de récompense future. Des bracelets qui, il le sait, se révéleront être du métal doré vulgaire, pas de l'or véritable. Les guerriers livrent Ragnacaire et son frère liés. Clovis les décapite lui-même, ou les fait décapiter devant lui. Ensuite, selon la même logique froide, il fait tuer Rignomé du Mans. Il fait tuer d'autres petits rois francs, dont les noms nous sont à peine parvenus. Et à chaque fois, il récupère leurs guerriers, leurs terres, leurs allégeances. Grégoire de Tours rapporte un épisode qui sent sa mise en scène à plein nez, mais qui révèle quelque chose d'authentique sur le personnage. Lors d'un banquet, Clovis se lamente auprès de ses convives. Il ne lui reste plus aucun parent, il est seul au monde, il n'a plus de cousins, ni de proches pour l'aider en cas de difficulté. Les convives comprennent le message. Clovis inventorie ses victimes. Il vérifie que personne, dans cette salle, ne se lève pour dire _ quote _ 6 _ Personne ne se lève. Ce n'est pas de la tristesse, c'est une vérification. L'homme qui a attendu 1 an pour venger le vase de Soissons peut aussi attendre le temps qu'il faut pour nettoyer les alentours de tout rival potentiel. Et le résultat de cette politique d'élimination systématique, c'est que pour la première fois depuis des générations, tous les Francs, Saliens et Rhénans, ceux du Nord et ceux du Centre, ont un seul chef, un seul roi, Clovis. Ce qui s'était appelé jusqu'ici des quotes 7 au pluriel, s'appelle maintenant le royaume des Francs, au singulier, Regnum Francorum, un territoire qui s'étend, au moment où Clovis établit Paris comme capitale, sur presque tout ce que nous appelons aujourd'hui la France, et bien au-delà. Il y a quelque chose d'inattendu dans le choix de Paris comme capitale. Les villes vraiment importantes de la Gaule à cette époque, les grands carrefours politiques, religieux, économiques, sont ailleurs. Reims, avec sa cathédrale et son évêché puissant. Tours, avec son tombeau de Saint-Martin qui attire des pèlerins de toute l'Europe. Lyon, avec son héritage romain et sa position stratégique sur le Rhône. Pourquoi Paris ? À cette époque, Paris porte déjà son nom, la Civitas Parisiorum, la cité des Parisis, ce peuple gaulois qui avait donné son identité à l'île de la Seine bien avant l'arrivée des Francs. C'est une bourgade modeste, entourée de marais et de forêts, un croisement de routes commerciales, mais pas encore la grande métropole qu'elle est destinée à devenir. C'est pourtant là, sur cette île de la Cité, où les empereurs romains avaient déjà résidé par le passé, que Clovis choisit d'installer son palais. Peut-être pour sa position défensive naturelle, entourée d'eau. Peut-être parce que Geneviève, cette femme sainte qui avait protégé Paris des Huns quelques décennies plus tôt et qui jouit d'un prestige immense auprès de la population, y vit encore. Peut-être parce que Paris est au centre géographique du territoire qu'il vient d'unifier. Ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop à l'est, ni trop à l'ouest. Quelles que soient ces raisons, ce choix a des conséquences que Clovis ne peut pas imaginer. Il fait de Paris, pour la première fois de son histoire, une capitale. Et cette capitale-là ne la lâchera plus. Elle sera la capitale de ses successeurs mérovingiens, la capitale épisodique des Carolingiens, la capitale permanente des Capétiens. Et 15 siècles plus tard, c'est toujours Paris. En l'an 511, la dernière année de sa vie, Clovis fait quelque chose qui ressemble à un testament politique. Il convoque à Orléans tous les évêques de son royaume pour un concile. Un concile, c'est une assemblée de l'Église qui délibère sur des questions de doctrine, de discipline, d'organisation. Depuis Constantin au IVe siècle, les empereurs romains avaient l'habitude de convoquer des conciles. C'était une façon d'affirmer leur autorité sur l'Église tout en collaborant avec elle. Clovis fait exactement la même chose. Le concile d'Orléans de 511 est la démonstration que l'alliance entre la royauté franque et l'Église catholique est institutionnalisée, formalisée, inscrite dans les structures du pouvoir. Clovis ne dirige pas l'Église. Il n'est pas prêtre, il n'est pas évêque. Mais il la convoque. Il lui fixe un cadre. Il supervise ses délibérations et les valide par son autorité royale. C'est le modèle dont vivront les rois de France pendant 1000 ans. Les questions traitées à Orléans sont concrètes. La discipline du clergé, les conditions dans lesquelles un laïc peut entrer dans les ordres, les droits de l'Église sur ses biens, les relations entre les évêques et les comtes royaux qui administrent les territoires. Des choses pratiques, administratives, qui n'ont pas l'air très spectaculaires, mais qui dessinent l'architecture d'un État dans lequel le pouvoir civil et le pouvoir religieux collaborent,
chacun dans son domaine, mais dans un cadre défini et accepté par les deux parties. La loi salique, ce premier grand code juridique franc rédigé sous Clovis, suit la même logique. Elle mêle les coutumes germaniques ancestrales et les influences du droit romain. Elle règle les successions, les héritages, les compensations pour les crimes, et dans ses dispositions sur la succession royale, elle établit implicitement que les femmes ne peuvent pas hériter du trône. Cette règle-là, anodine au moment où elle est formulée, aura des conséquences dynastiques qui s'étireront jusqu'au XIVe siècle. En novembre 511, Clovis meurt à Paris. Il a environ 45 ans. Dans l'espérance de vie de son époque, pour un homme qui a passé 30 ans à faire la guerre, c'est presque un exploit d'avoir survécu aussi longtemps. Il est enterré dans la basilique des Saints Apôtres qu'il a fait bâtir sur la rive gauche de la Seine, là où se trouve aujourd'hui le lycée Henri IV, à 2 pas du Panthéon. Clotilde lui survit longtemps, très longtemps, jusqu'en 545 selon certaines sources, soit plus de 30 ans après la mort de son mari. Elle passe sa vieillesse à Tours, près du tombeau de Saint-Martin, dans une dévotion intense et une philanthropie active. Elle verra ses fils s'entretuer pour le pouvoir, elle verra le royaume que Clovis avait si durement construit se morceler à nouveau selon la coutume germanique des partages successoraux. Elle verra la paix qu'elle avait contribué à construire s'effriter dans les rivalités fraternelles. Mais elle aura accompli ce pourquoi, on pourrait le sentir dans sa vie entière, elle était venue au monde. Elle aura transformé le roi des Francs. Elle aura baptisé, dans tous les sens du terme, le pays qui est en train de naître. Le royaume que Clovis laisse à sa mort est partagé entre ses 4 fils selon la coutume germanique. Thierry reçoit le nord-est et la Rhénanie, Clodomir l'Orléanais, Childebert Paris et le nord-ouest, Clotaire Soissons. 4 royaumes, 4 capitales, 4 chefs. La logique qui avait réuni Clovis se défait immédiatement après lui. Et pourtant, quelque chose demeure. Quelque chose que les partages successoraux ne peuvent pas défaire. Parce que ça n'est pas un territoire, mais une structure, un récit, une alliance. L'alliance entre la royauté franque et l'Église catholique. Cette alliance-là, Clovis l'a scellée dans les eaux du baptistère de Reims. Et elle va tenir, à travers les Mérovingiens qui dégénèrent en Côte-Neuf, à travers les Carolingiens qui reprennent le flambeau avec Charlemagne, à travers les Capétiens qui gouverneront la France jusqu'à la Révolution. Plus de 1000 ans d'alliance entre le trône et l'autel. Ce n'est pas une continuité sans faille. Il y aura des conflits entre les rois et les papes, des guerres de religion, des crises de légitimité, des moments où l'alliance semble rompue. Mais la structure de base, un roi chrétien sacré à Reims, un roi qui gouverne avec l'assentiment de l'Église, un roi dont le pouvoir se fonde aussi sur une légitimité divine, cette structure-là vient de Clovis. Elle vient de cette nuit de Noël à Reims, de ces paroles de Rémi, de cette eau qui a ruisselé sur le front d'un chef barbare d'une 30aine d'années. Reims. Il faut revenir à Reims pour comprendre ce que le baptême de Clovis a vraiment créé. Pendant 1000 ans après Clovis, les rois de France sont sacrés à Reims. Pas couronnés, sacrés. Nuance capitale. Le couronnement est un acte politique, une prise de possession symbolique d'un pouvoir qui peut aussi être confisqué. Le sacre est autre chose. C'est l'onction de l'huile sainte sur le front du roi, répétant le geste de Rémi sur le front de Clovis. C'est la transmission d'une grâce divine, d'un mandat céleste. Un roi sacré n'est pas seulement le plus puissant des nobles, il est loin du Seigneur. Il est différent en nature des autres hommes. Cette théologie du pouvoir royal, qui persistera jusqu'à Louis XVI inclus, et même au-delà dans certains esprits, vient directement du choix de Clovis. Ce moment où un chef de guerre barbare a décidé de s'allier à l'Église plutôt qu'à ses pairs ariens. Et il y a plus. Cette alliance a une conséquence que personne à l'époque de Clovis ne pouvait anticiper. Elle place la France, ce territoire qui n'a pas encore ce nom, qui s'appelle encore Regnum Francorum, royaume des Francs, dans une position singulière par rapport au reste de l'Europe chrétienne. Parce que Clovis est baptisé catholique à un moment où tous les autres royaumes barbares sont ariens, le royaume franc devient le champion de l'orthodoxie catholique. C'est dans cette singularité que va germer, des siècles plus tard, le titre qui résume tout, la France comme fille aînée de l'Église. Ce titre, les papes l'emploieront régulièrement à partir du Moyen-Âge. Il sera revendiqué par les rois de France comme une distinction qui les élève au-dessus de tous les autres souverains catholiques. Il sera encore invoqué par Jean-Paul II lors de sa visite en France en 1980, quand il demandera à la foule
La ligne qui relie ce discours du pape polonais à la nuit de Noël à Reims est droite et ininterrompue. Mais il y a encore une chose à dire sur l'héritage de Clovis. Une chose que les récits triomphants ont tendance à occulter. Clovis n'a pas seulement inventé la France, il a inventé un modèle de rapport entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux qui a fasciné et torturé l'Europe occidentale pendant 15 siècles. Ce modèle dit « Le roi gouverne avec la bénédiction de Dieu », transmise par l'Église. Ce modèle est extraordinairement efficace pour légitimer le pouvoir. Il est aussi extraordinairement dangereux dès que le roi et l'Église ne sont plus d'accord. Charlemagne, qui construit son empire 2 siècles et demi après Clovis, ne fait qu'amplifier ce modèle à l'échelle continentale. Les croisades, lancées par des papes qui mobilisent les rois, sont une conséquence directe de ce modèle. Les guerres de religion du XVIe siècle en sont la déchirure. Et la Révolution française, qui renverse la monarchie et confisque les biens de l'Église, est en partie une révolte contre ce modèle, contre cette alliance du trône et de l'autel que Clovis avait scellée dans les eaux du baptistère de Reims. On peut voir la laïcité française actuelle, ce principe qui sépare rigoureusement l'État de la religion, comme la réponse définitive au modèle de Clovis. L'anti-Clovis, en quelque sorte. Et pourtant, même dans cette France laïque, quelque chose de cette histoire demeure. Dans les cathédrales qui façonnent le paysage des villes, dans les fêtes qui structurent le calendrier, dans le rapport particulier que les Français entretiennent avec leur État. Ce mélange de déférence et de révolte, ce besoin d'un pouvoir fort et la résistance viscérale à ce même pouvoir, qui ressemble parfois, de loin, à la relation qu'un peuple barbare cultivait avec un roi qui avait décidé de parler au nom de Dieu. Charles de Gaulle, peut-être le plus grand des hommes d'État français du XXe siècle, a dit un jour quelque chose qui résume tout. On lui demandait depuis quand commence l'histoire de France. Il a répondu « De Gaulle avait tort sur un point. Il y avait eu des conversions avant Clovis. Des rois burgondes, des Suèves de Galice avaient déjà choisi le catholicisme. Mais De Gaulle avait raison sur l'essentiel. C'est Clovis qui a fondé ce modèle particulier d'alliance entre un État et une Église, entre un peuple conquérant et la civilisation qu'il avait conquise. C'est Clovis qui a fait de la Gaule franque quelque chose de différent des autres royaumes barbares, quelque chose qui survivrait à tous les partages, à toutes les dynasties, à toutes les révolutions. Et il y a dans ce choix de Clovis, ce choix d'un homme dans la force de l'âge, debout dans la boue de Tolbiac, les bras levés vers un Dieu qu'il ne connaissait pas encore, promettant de croire, si seulement il pouvait survivre, quelque chose d'universellement humain. Le moment où l'on abandonne ce que l'on a toujours cru pour tenter quelque chose d'inédit. Le moment où l'on ne sait pas encore si c'est de la foi ou du calcul, si c'est de la conviction ou de la désespération, et où peut-être ça n'a pas d'importance. Parce que le résultat, ce qui en sort, ce qui est construit, dépasse infiniment ce que l'on avait imaginé en levant les bras. Nous ne savons pas exactement ce que Clovis a ressenti dans le baptistère de Reims. Nous ne savons pas si la foi qu'il a embrassée ce soir-là était sincère ou stratégique, ou les deux à la fois, comme c'est le cas pour la plupart des décisions humaines importantes. Les sources dont nous disposons ont été écrites par des évêques qui voulaient faire de Clovis un saint, ou par des historiens modernes qui voulaient faire de lui un opportuniste. La vérité est probablement plus complexe, plus trouble, plus humaine que ces deux caricatures. Ce que nous savons, c'est ce qui est sorti de ce baptême. Un royaume. Une langue, parce que la fusion des francs germaniques et des gallo-romains latinophones a progressivement engendré ce que nous appelons le français. Une cathédrale à Reims qui a vu se succéder des dizaines de rois sur sa pierre sacrée pendant 1000 ans. Un rapport particulier d'un peuple avec son histoire, avec sa religion, avec son État. Une façon de concevoir le pouvoir comme quelque chose qui doit se justifier, se légitimer, se défendre. Pas seulement par la force, mais aussi par quelque chose de plus grand que la force. Clovis est mort à 45 ans, enterré à Paris dans une basilique qui n'existe plus. Son nom original, Clodovec, a traversé les siècles en se transformant à chaque génération. Clodovec est devenu Clovis en langue romane, tandis que la même racine germanique donnait, par une autre branche, le prénom Louis. C'est du moins ce que la tradition française aime à retenir, et qu'on peut accepter comme image, même si les linguistes débattent encore des étapes exactes. Ce prénom, Louis, sera porté par 18 rois de France. 18. Depuis Louis le Pieux, fils de Charlemagne, jusqu'à Louis XVIII,
qui remonte sur le trône au XIXe siècle, après la tourmente révolutionnaire. 18 Louis, qui porte, d'une façon ou d'une autre, le nom transformé du guerrier franc qui s'était agenouillé dans une cuve de baptistère, une nuit de Noël, à Reims. L'histoire a de ces continuités qui donnent le vertige. Alors, pourquoi un chef barbare a-t-il choisi le catholicisme plutôt que l'arianisme ou le maintien dans le paganisme? La réponse honnête est « pour toutes les raisons à la fois ». Clotilde l'avait usé d'années de patience. Rémy de Reims avait compris qu'un roi franc-catholique valait infiniment plus pour l'Église qu'un roi franc-arien. À Tolbiac, dans un moment de terreur absolue, Clovis avait invoqué ce qu'il ne connaissait pas encore, et quelque chose s'était passé qu'il ne pouvait pas expliquer autrement que par une réponse divine. Catholique, il pouvait se présenter en libérateur dans les territoires gallo-romains qui souffraient sous des maîtres ariens. Et le soutien des évêques valait 100 alliances de guerriers. Et peut-être aussi, plus simplement, plus fondamentalement, parce que ce Dieu des vaincus, ce Dieu qui parlait de pardon et de résurrection et d'espérance, avait quelque chose que les dieux des vainqueurs n'avaient pas. Il avait survécu à la chute de l'empire qu'il avait adopté. Wotan et Thor n'avaient pas empêché Rome de tomber. Mais le Dieu de Rome, lui, tenait toujours debout dans ses cathédrales, dans ses évêques, dans ses moines qui copiaient les manuscrits au fond de leurs abbayes. Un guerrier peut admirer la force, mais un roi, un vrai roi, admire aussi la durée. Clovis avait choisi la durée. Et la France est née de ce choix. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez continuer à explorer avec nous les grandes décisions qui ont changé le monde, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire.